3 lionnes sur des territoires de chasse très différents. Chacune doit relever ses propres défis. Mais toutes partagent le même objectif: survivre. Voici leur histoire. Cette lionne s'appelle Moremi. Fait rare pour un félin, elle vit dans les marais. Moreni a 10 ans, l'équivalent d'une cinquantaine d'années pour un humain. Elle est expérimentée et astucieuse, 2 qualités indispensables pour chasser dans le delta de l'Okavango. Dans cet environnement, le travail d'équipe est la clé de la survie. Ici, encore plus qu'ailleurs, l'union fait la force. Moremi fait partie de la troupe du Delta, un groupe important, stable et mené par un mâle puissant. L'entraide est au cœur de la vie de ces lions. Ils apprennent, vivent et chassent ensemble. Ils affûtent leur technique de prédateur dès leur plus jeune âge. Les frères et sœurs s'entraînent entre eux. Les lionceaux plus âgés se confrontent à de vraies proies, aussi petites soient-elles. Les félins ont pour habitude de jouer avec leur gibier. Ils ont moins de risques de se blesser avec une proie fatiguée. Tout entraînement est le bienvenu pour ces petits. Le jour venu, ils s'attaqueront à l'un des animaux les plus dangereux et impressionnants d'Afrique, le buffle. Moremi mène la chasse au sein de la troupe, mais cela ne durera pas éternellement. Les petits nés l'an dernier vont rapidement devoir apprendre à chasser. Moremi ne sera plus féconde très longtemps. Ces lionceaux sont sans doute sa dernière portée. La troupe forme une équipe solide, dotée d'un robuste appétit. À peine a-t-elle pris du gibier que quelques jours plus tard, elle doit recommencer à chasser. Et pour que chacun mange à sa faim, encore faut-il que les proies soient suffisamment grosses. Après un long périple, les eaux de crue transforment cette partie du désert du Kalahari en une oasis luxuriante. Cet Eldorado attire les géants d'Afrique et offre une période d'abondance à la troupe du Delta. Elle n'a que l'embarras du choix, même si certaines proies sont trop rapides ou trop agiles. Ce n'est pas simple de chasser sur un sol gorgé d'eau quand on pèse 140 kilos. Les lions ont tout intérêt à cibler des animaux plus imposants. Mais les girafes pourraient les tuer à coups de sabot. Et les éléphants les écraser. Leurs proies de prédilection sont les grands buffles noirs des savanes.
Ils ont une taille imposante, de quoi nourrir toute la troupe. Mais ils ne sont pas du genre à se laisser faire. Ils sont dotés de redoutables cornes capables d'éventrer un lion, et ils restent toujours groupés. En cas d'attaque, la riposte est systématique. Partis à leur recherche, Moremi mène sa troupe à travers le marécage. Les adultes évoluent avec facilité. Ils ont grandi entourés d'eau et leur musculature s'est adaptée à cet environnement. Pour les lionceaux, c'est une autre affaire. Quand ils auront 2 ans, il faudra qu'ils chassent seuls dans ces marais. Mais pour l'instant, c'est encore Moremi qui dirige les opérations. Elle a flairé des buffles. Le commando avance, camouflé par l'épaisse végétation de l'Okavango. L'objectif est en vue. Mais pour revenir en vie de cette expédition, les lions devront faire preuve de ruse, de patience et de coordination. Un seul de ces buffles pourrait subvenir aux besoins de toute la troupe pendant plusieurs jours. Les petits savent qu'il vaut mieux se tenir à distance. Les sœurs se déploient, toujours à couvert. Elles se positionnent de façon à empêcher la fuite des buffles. Moremi va provoquer un mouvement de panique et ses sœurs attaqueront un buffle resté à la traîne. Mais si elle se fait repérer trop tôt, l'effet de surprise sera perdu. L'attaque affole les buffles. Dans leur fuite, ils foncent droit vers les lionceaux. À plus de 2200 km, au Kenya, une autre lionne mène une vie très différente. Il n'y a pas d'eau ici, à l'inverse de l'univers de Moremi. Et pour se camoufler, il n'y a que les herbes. Mara est moins âgée. Elle a 4 ans, l'équivalent d'une jeune adulte chez les humains. Elle vit en compagnie de ses 2 sœurs. Ensemble, elles forment une petite famille, dominée depuis peu par un nouveau mâle. Elles ont moins de bouches à nourrir que la troupe du Delta, mais elles peinent à chasser de façon coordonnée. Leur futur est incertain. Et aucune d'elles n'a de petits. Il y a près d'1 an, une des sœurs de Mara a mis au monde 2 lionceaux. C'était un nouvel espoir pour cette troupe en déclin. Mais un lion errant est venu défier le père de Mara.
Le vieux mâle a été détrôné et banni. Les sœurs ont fait de leur mieux pour détourner l'attention de leur nouveau chef, mais il a tout de même tué les nouveau-nés. C'est une pratique courante. Le mâle dominant privilégie sa propre lignée. Mais pour la famille de Mara, ça a été un vrai drame. Depuis cette prise de pouvoir, il n'y a plus eu de naissance. Cette troupe des plaines est malheureusement beaucoup moins nombreuse que celle du delta. Un buffet gigantesque s'offre à elle. La pluie et la richesse des prairies attirent des hordes de gnous et de zèbres. C'est l'une des plus grandes migrations de la planète. Le gibier est de premier choix, mais difficile à chasser. Au mois d'août, les troupeaux atteignent leur taille maximale. Ils comptent près de 2 millions d'individus. Mais les trois sœurs sont seules. Pour survivre, elles vont devoir apprendre à travailler en équipe. Les herbes hautes sont leur unique atout. Et elles l'exploitent du mieux qu'elles peuvent. Les gnous sont moins dangereux que les buffles. Malgré tout, ils sont armés de cornes pointues et de sabots redoutables. Mais leur meilleure défense reste leur nombre. Certains gnous montent la garde pendant que les autres broutent. Au moindre signe de danger, ils donneront l'alarme. Pour les approcher, Mara et ses sœurs doivent se rendre invisibles. Une fois le troupeau à leur portée, il faudra choisir une cible et s'y tenir, sans se laisser distraire par la multitude de proies. Plus elles se rapprochent, plus elles ont de chances de faire une prise. Mara passe devant les gardes sans qu'ils lancent l'alerte. Une de ses sœurs se glisse sur le flanc opposé. Mara avance doucement vers un grand gnou adulte. Mais sa sœur a une proie plus facile en vue et n'y résiste pas.
C'est un fiasco. Les gnous sont sur le qui-vive à présent. Une nouvelle tentative serait inutile. Sans stratégie ni coordination, ces lionnes auront le plus grand mal à chasser quoi que ce soit. Et en l'absence de nouvelles naissances, leur famille menace de s'éteindre. En novembre, ces mêmes troupeaux de gnous et de zèbres s'en vont vers le sud, en direction d'Endutu, en Tanzanie, où une troisième lionne est à l'affût. Matiti est une femelle robuste et indépendante. Contrairement aux autres lionnes, elle chasse seule. Elle n'a pas de troupe pour l'aider, personne sur qui s'appuyer. Et pour couronner le tout, elle est encore plus exposée que Mara. Matiti est contrainte de chasser à découvert, en espérant isoler un bufflon, ou un adulte blessé ou vieillissant. Mais ses proies la voient venir de trop loin, quelle que soit la direction. Dans ces plaines aux herbes rases, l'effet de surprise est impossible. Des 3 lionnes, c'est elle qui a le terrain de chasse le plus difficile. Le mieux à faire est encore de se poster à couvert, à la lisière des arbres, et d'épier les lieux où les troupeaux se rassemblent, comme les points d'eau. Un zèbre serait une aubaine. Mais il faut qu'elle soit très prudente. Les zèbres sont rapides, puissants et lancent de violentes ruades. Elle va devoir patienter et attendre qu'ils aient les pattes immergées dans l'eau. Sa cible lui a échappé. Dépitée et affamée, Matiti repart vers la plaine. Elle y croise ses ennemis jurés. Les hyènes sont aussi des super prédatrices. Et elles ont l'avantage du nombre. Si Matiti arrive à prendre une proie, il faudra ensuite qu'elle repousse ces redoutables carnassières, sans l'aide de personne.
Mais aujourd'hui, le problème ne se pose pas. Elles ont leur propre gibier. Malgré leur réputation, ce sont d'excellentes chasseuses. Elles se nourrissent plus souvent de proies qu'elles ont traquées jusqu'à l'épuisement que de bêtes déjà mortes. Et cela est d'autant plus vrai en cette période d'abondance. Les immenses troupeaux de gnous et de zèbres en migration nourrissent une multitude d'habitants des plaines. Rien n'est gaspillé. Les hyènes ont des mâchoires encore plus puissantes que celles des lions. La carcasse est immédiatement déchiquetée. Matiti a tout intérêt à éviter leur meute. À la lisière de la prairie se trouve un marécage. C'est le seul endroit où Matiti peut réellement se cacher et se reposer. Un petit cri résonne. Derrière les fourrés se cachent deux jeunes lionceaux. Matiti est aussi une mère. Ces petits ont seulement quelques semaines et dépendent totalement d'elle pour leur protection et leur alimentation. Il faut absolument qu'elle attrape une proie. Si elle ne mange pas rapidement, ces lionceaux seront en danger. Dans les zones humides de l'Okavango, Moremi et sa troupe ont provoqué la fuite précipitée d'un troupeau de buffles. Le but est d'en attraper un à la traîne. Malheureusement, le troupeau fonce droit sur les petits de Moremi. Les lionnes viennent faire rempart et le font dévier. Maintenant que sa progéniture est hors d'atteinte, Moremi peut repasser à l'attaque. Il faut qu'elle mette ce buffle à terre avant que le troupeau ne revienne le défendre. Il appelle au secours, mais les sœurs empêchent les renforts d'avancer. Ce gain de temps permet à Moremi et aux autres de venir à bout de leur proie. Elles doivent s'y mettre à trois pour amener le buffle au sol. Moremi l'attaque à la gorge pour le faire taire et l'étouffer. Le troupeau ne peut plus rien faire et bat en retraite. Le travail d'équipe a payé. Encore secoués, les lionceaux sortent de leur cachette. Avec ce buffle d'une demi-tonne, la troupe a de quoi manger pendant une semaine. La vie est belle en ce moment. Mais quand l'eau se fera plus rare, il y aura aussi moins de gibier. Moremi ne le sait pas encore, mais la troupe du Delta pourrait bientôt être en difficulté. En octobre, la sécheresse commence à gagner l'Okavango. L'eau s'en va.
Et les animaux aussi. La période d'opulence est terminée. Ceux qui restent doivent s'adapter ou servir de pâture aux charognards. Les lions entament une longue période de disette. Leurs proies préférées sont sur le point de disparaître. La troupe est soumise à rude épreuve. Elle économise le peu d'énergie qu'il lui reste. Le point fort des lions du delta, c'est leur nombre. Mais il pourrait aussi être leur point faible à cause de toutes ces bouches à nourrir. Les petits de Moremi sont les plus vulnérables. Sans apport de viande et de lait, ces lionceaux, autrefois bien portants, pourraient maigrir à vue d'œil. S'ils ne se nourrissent pas rapidement, la nouvelle génération du delta pourrait s'éteindre. Moremi revient d'une mission de reconnaissance et redonne un peu d'entrain à la troupe. Mais elle est bredouille. Elle n'a trouvé aucun gibier. S'il continue de s'affaiblir, ces lions ne seront bientôt même plus capables de chasser. L'entreprise s'annonce compliquée. Mais Moremi a tout de même repéré des proies potentielles. Des géants, qui font 3 fois la taille d'un buffle. Habituellement, les lions n'attaquent pas les éléphants. Leur puissance et leur redoutable défense rendent la tâche quasi impossible. Mais aux grands mots, les grands remèdes. Ces mères et leurs petits ont parcouru des centaines de kilomètres à travers le désert. Elles se déplacent tout en formant une véritable forteresse. Même pour une équipe aussi performante que celle de Moremi, s'en prendre à ces colosses est terriblement risqué. Mais la troupe du delta n'a pas le choix. Sa survie en dépend. Au Kenya, la petite troupe des plaines vit aussi une période compliquée. Depuis l'arrivée du nouveau mâle, il n'y a eu aucune naissance de lionceaux. Il n'est pas rare qu'après une prise de pouvoir, les femelles deviennent moins fécondes. Mara et ses 2 sœurs prennent leur temps pour s'adapter à ce nouveau chef, au risque d'affaiblir la troupe. Contrairement aux lions du delta, ce petit clan a des proies à sa disposition. Malheureusement, il n'arrive pas à se coordonner et peine à attraper des gnous. Cette difficulté à chasser et à avoir des petits pèse lourd sur le groupe. Mais s'il parvenait à faire ne serait-ce qu'un bon festin, il pourrait retrouver de l'entrain. Alors que la migration s'oriente vers le sud, les troupeaux deviennent plus clairsemés. Le moment est propice, et Mara refuse de s'avouer vaincue, quitte à chasser seule. Elle est suffisamment robuste et expérimentée pour venir à bout d'un gnou adulte. Ses sœurs l'observent sans rien faire. La chasse en solitaire est éprouvante. Surtout quand elle se solde par un échec.
Pourtant, la malchance touche peut-être à sa fin. Une des sœurs de Mara est en chaleur et prête à s'accoupler. De nouvelles naissances contribueraient au renouveau de la troupe. Mais d'abord, le mâle doit l'accepter. Jusqu'ici, tout va bien. Mais il n'est toujours pas convaincu. Et il a tué ses derniers petits. Sans nouvelle naissance et sans nourriture, la troupe des plaines ne survivra pas. À Ndutu, en Tanzanie, la lionne solitaire, Matiti, est cachée dans le marécage avec ses lionceaux. Comme le font toutes les femelles, elle a quitté sa troupe pour mettre ses petits au monde. Ici, elle peut les protéger des hyènes, mais aussi des membres de sa propre famille. Comme des tantes maladroites ou des cousins trop énergiques qui risqueraient de blesser ses nouveau-nés. Mais le plus grand risque vient de leur père. S'il ne reconnaît pas ses petits mâles comme les siens, il pourrait les tuer. Pour l'instant, le danger est ailleurs. Durant leurs 3 premiers mois, les lionceaux dépendent entièrement du lait de leur mère. Et pour en produire, elle a besoin de viande. Matiti doit à tout prix rapporter du gibier. Mais avant cela, elle doit déplacer ses petits. Ce sont des proies faciles à leur âge, surtout quand leur mère s'absente pour chasser. Alors elle les change de lieu plusieurs fois par mois pour éviter que des prédateurs flairent leur présence. Si les hyènes qui vivent dans le secteur les repéraient, elles n'en feraient qu'une bouchée. Les risques sont nombreux. Et en moyenne, 80% des lionceaux succombent avant leurs 2 ans. Les petits de Matiti sont suffisamment grands pour marcher, mais ils progressent lentement. Surtout lorsqu'il y a de l'eau. Certains passages sont trop profonds pour qu'ils traversent seuls. Matiti les saisit alors par la peau du cou. D'instinct, ils se relâchent et restent immobiles pour éviter les blessures accidentelles que les longues canines de leur mère pourraient leur infliger.
elle les transporte l'un après l'autre. Ils devraient être en sécurité dans cette partie du marécage. Et apparemment, ce ne sont pas les seuls nouveaux arrivants. Les gnous et les zèbres qui ont quitté les plaines de Mara ont rejoint le territoire de Matiti. En cours de route, des petits sont nés. Ils sont encore faibles et tiennent mal sur leurs pattes. Ce sont des cibles idéales. Matiti n'a pas besoin d'une proie énorme. Ce petit gnou suffirait amplement. Un groupe entre dans le marécage. Matiti n'arrive pas à se décider. La situation lui échappe. Mais un cri de panique émerge d'un marais. Parfois, la chance sourit. Il est petit, mais pour elle et ses lionceaux, il fera largement l'affaire. Maman est de retour. Les petits mangent de la viande pour la première fois. Ce repas va augmenter leurs chances de survie et permettre à leur mère de faire des réserves. Le nouveau terrain de chasse de Matiti lui offrira de la nourriture jusqu'à ce que la migration reparte vers le nord et que ses petits soient suffisamment robustes pour être présentés à la troupe. En espérant que leur père les reconnaîtra comme étant les siens. À plus de 2200 km à l'ouest, dans le delta de l'Okavango, Moremi et sa troupe sont au bord de la famine. Ils ont tellement de bouches à nourrir qu'ils sont prêts à tout, y compris attaquer des géants. Un adulte de 4 tonnes serait un adversaire beaucoup trop dangereux, même pour une équipe aussi aguerrie et coordonnée que celle de Moremi. Du haut de ses 3 mètres, il pourrait facilement écraser un lion. Et comme les buffles, les éléphants refusent rarement le combat. Avec leur défense d'1,80 m et leur trompe musculeuse, ils viendraient rapidement à bout de la troupe du delta. En revanche, les éléphantos sont à la portée des lionnes. Si elles parviennent à en isoler un avant que le troupeau ne forme une muraille impénétrable autour de ses petits, elles auront une chance.
Il est temps pour elle de tendre un piège. Comme d'habitude, Morémie part droit devant. Pendant que ses sœurs se déploient sur les côtés. Ces hautes herbes offrent une couverture parfaite. Les colosses sentent que quelque chose se trame. C'est maintenant ou jamais. Les éléphants paniquent. Dans la précipitation, un groupe de petits se perd dans les herbes et permet à Morémie et à ses sœurs de le couper du reste du troupeau. Les premiers qu'elles attaquent sont trop grands. Mais elles finissent par repérer une cible parfaite. Quand les éléphants se regroupent, il est déjà trop tard. Le malheur qui les frappe est une bénédiction pour la troupe de lions. Ils ont de quoi se nourrir pendant 2 semaines. Et s'il s'avère qu'ils ont percé le secret de la chasse aux éléphants, leur famille pourrait même s'agrandir. En tout cas, une chose est sûre. Dans l'immédiat, l'avenir de la troupe du Delta est assuré. Dans sa savane kenyane, Mara n'a pas la même équipe de choc. Avec ses 2 sœurs, elle manque cruellement de coordination quand elle chasse. Malgré la couverture que ces hautes herbes leur offrent, les troupeaux de gnous ont toujours une longueur d'avance. Il faut qu'elles changent de stratégie. Mara se met en position et quitte ses sœurs. Leur mission sera de rabattre le troupeau vers elle. Tout le monde est prêt. Le troupeau s'éparpille. Une des sœurs pousse les gnous vers Mara. La mise à mort est rapide et silencieuse, pour ne pas attirer l'attention. Elle trouve encore la force de traîner la dépouille jusqu'au mâle. Il attend sa nourriture. Cette offrande retient clairement son attention, d'autant plus que Mara est en chaleur. De nouveaux petits renforceraient la troupe.
Malgré tout, Mara doit rester prudente. Les avances de sa sœur ont été accueillies à coups de griffes et de dents. Finalement, le mâle accepte. Ils vont s'accoupler plus d'une centaine de fois au cours des prochains jours. Si tout se passe bien, d'ici 3 mois, la troupe des plaines comptera de nouveaux membres. Ils permettront d'unifier cette famille et le jour venu, ils en feront un groupe de chasse plus fort. Mara aura de nombreux défis à relever quand elle deviendra mère. Mais elle a prouvé qu'elle était une battante. Plus au sud, à Ndoutou, Matiti et ses petits sont sur le départ. Elle a quitté sa troupe il y a plusieurs mois pour mettre au monde ses lionceaux et aujourd'hui, ils sont suffisamment robustes pour être présentés à la famille. Matiti a fait tout ce qui était en son pouvoir pour les protéger, mais à présent, elle doit laisser sa troupe décider de leur destin. Matiti avertit ses sœurs de son retour. Les lionceaux font la connaissance d'une de leurs tantes. Elle les mène vers le reste de la troupe. Après de brèves présentations, il est temps pour eux de rencontrer leur père. S'il ne reconnaît pas ces petits mâles comme les siens, leur histoire s'arrêtera là. Finalement, il les accepte. Il ne faudra pas qu'ils tirent trop sur la corde. Leur père les autorisera à rester et à partager son territoire jusqu'à leurs 3 ans. Puis ils devront partir pour former leur propre troupe. En attendant, Matiti et ses petits sont ici chez eux et en sécurité.